6e chapitre. Il n'y eut aucun problème pour faire passer Renda au Mexique. Un jeune homme, qui apportait de la marijuana 2 ou 3 fois par mois, le prit à bord de son Cessna et atterrit sur une piste d'envol dans le désert, non loin d'Hermosillo. Renda passa 2 nuits dans un motel pendant qu'on organisait la suite des opérations. Le matin du 3e jour, une Oldsmobile 98 immatriculée en Californie et tractant une caravane, avec Eugène Lundy au volant et lové sur le siège arrière, Wiley, qui lisait un des best-sellers du moment, s'arrêta devant le motel. Renda, habillé en ouvrier et portant une barbe d'une semaine, sortit de sa chambre et monta dans la caravane. L'Oldsmobile démarra, s'éloigna et ne s'arrêta pas avant qu'ils aient atteint la route de la côte, au sud du Guaymas, et que Lundy se dise que Frank avait peut-être envie de descendre pour se dégourdir les jambes, faire un peu d'exercice, respirer l'air salé et jeter 1 ou 2 cailloux dans le golfe de Californie. Wiley lui dit « Tu connais pas très bien Frank, hein ?» Renda ne descendit pas de la caravane, ne prit d'ailleurs même pas la peine de lever les yeux quand la porte s'ouvrit. Il était assis au fond, sur une des couchettes, et fumait une cigarette. Wiley lui dit « Hé, ça te plaît ?»« Je trouve ça formidable. » Derrière lui, Lundy enchaîna. « Air conditionné, il y a plein de vodka, de scotch, de steak et de bière au frais, et... » Il sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à Renda. « 25 000 $ pour t'acheter des cigarettes. » Wiley ouvrait des placards et des portes. « Il y a une douche dans les Waters, il y a même un porte-revue. Ce soir, nous serons à Mazatlan, dit Lundy. Nous pouvons y rester ou aller jusqu'à Acapulco, c'est comme tu voudras. » Renda le regarda. « De vraies vacances, tu t'amuses bien. Tu sais, ça me fera du bien de me reposer. Ce coup-là, l'attaque de cette saloperie de car, ça m'a fait vieillir de 10 ans. » Renda le regarda se tourner vers le réfrigérateur et en sortir une boîte de bière. « Où il est? Tu en veux une ?» J'ai dit « Où il est ?» Lundy, qui s'apprêtait à percer le couvercle de la boîte, tourna la tête vers Renda. « Ton bonhomme, il s'est constitué prisonnier. Aux dernières nouvelles, il était encore en tôle à Edna. » Wiley alla s'étendre sur la couchette en face de Renda. « Pas beaucoup de place, mais il y a tout le confort, comme chez soi. Mais on n'est pas chez nous, dit Renda. Lui, il l'est. Il est en tôle, Frank. » Wiley parlait avec douceur et circonspection. « Tu es libre. Nous pouvons aller partout où tu voudras. »« Je ne veux qu'une seule chose, dit Renda. Lui. » Lundy ouvrit la boîte et but une gorgée de bière. « S'il sort, nous pouvons charger quelqu'un de s'en occuper. » Renda secoua la tête. « Pas quelqu'un. J'ai dit que je le voulais. Je veux qu'il voie et qu'il sache que c'est moi. Je veux lui coller mon feu dans le ventre et le regarder. Rien dire, simplement le regarder et m'assurer qu'il comprend bien. »« Il te faut quand même attendre, dit Lundy. » Renda se tut. Il se représentait la scène. Il se voyait coller son revolver dans le ventre du cultivateur de melons. « Parce que, explique-moi comment tu fais, dit Lundy. Tu entres dans la prison. Tu entres dans la prison, tu demandes à lui rendre visite, on te file un laissez-passer. Comment tu fais pour t'approcher du bonhomme? On le fait sortir de prison. On le fait sortir. Comment ça? Y a qu'à trouver le gars qui l'a frappé, répondit Renda. Lui dire d'abandonner l'accusation. C'était une erreur, rien qu'un malentendu. Et si le gars veut pas abandonner? Bon sang, j'ai pas dit de le lui demander, j'ai dit de le lui dire. Peut-être lui filer un peu de fric? À toi de voir. Débrouille-toi. Parce que tu veux que ce soit moi qui le fasse? Tu veux que je retourne là-bas? C'est à toi que je parle, non? Je voulais juste en être sûr. Tu retournes là-bas et tu arranges ça, dit Renda. Tu trouves le gars qui a porté plainte et tu fais le nécessaire. Fais venir des gars si tu crois qu'on en aura besoin. Appelle-moi et j'arrive. On arrive et on repart vite fait. Pas de temps à perdre avec des conneries. Tu arranges ça, je m'approche de lui et c'est fait. Lundy but une gorgée de bière tout en préparant les mots justes. Moi, ce qui m'ennuie, c'est les flics. Ils doivent être en train de te chercher, de surveiller ta maison, l'appartement. Non, mais tu t'imagines que je vais rentrer chez moi. Nous habiterons ailleurs. Appelle Harry, dis-lui d'arranger ça. Oui, mais comme ça, tout de suite, c'est vraiment risqué. Pourquoi ne pas attendre un peu? Je t'ai dit pourquoi. Je suis pas contre, dit Lundy. Seulement, il me semble, puisqu'on est déjà là... Qu'est-ce qui te fait changer d'avis tout d'un coup? Je n'ai pas changé d'avis. Je n'avais pas décidé. Plus j'y pense. Je sais que c'est ça que je vais faire. J'avais l'intention de m'allonger sur la plage, dit Wiley, et de lire mon livre. Lundy attendit un moment avant de dire « Tu sais, Frank,
Il y a un tas de gars qui pourraient faire ça. Je veux dire des gars que les flics ne sont pas en train de rechercher. Écoute, Jean, je te le répète encore une fois, dit Renda. J'ai dit que je le voulais. Je n'ai jamais voulu quelqu'un aussi fort et je vais faire ça strictement pour mon plaisir personnel. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui vais le faire et pas quelqu'un d'autre. Avant de me balader ou de m'allonger sur la plage, je vais m'approcher de ce salopard de cultivateur de melons, je vais le regarder dans les yeux et je vais le tuer. À l'enterrement de son collègue, Harold Ritchie fut un des porteurs des cordons du poil. Bob Almond, un chic type avec qui c'était chouette de rouler dans une voiture de patrouille de merde, il allait drôlement lui manquer. Abattu dans la rue par un putain de salaud. Ritchie espérait bien que c'était lui qui l'avait descendu quand il sortait du break. Après l'enterrement, il se rendit à la maison de Bob Almond avec les amis intimes de Bob et les quelques parents venus de l'Oklahoma. Assis dans le séjour, ils burent du café et goûtèrent du bout des dents les plats qu'avaient apportés des voisins. Tandis qu'Evelyn Almond restait presque tout le temps dans la cuisine ou assise auprès de ses 2 très jeunes enfants qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Après 2 heures de ce spectacle, ce fut un soulagement de retourner au poste. L'adjoint assis au téléscripteur arracha une feuille et la lui tendit. « Ce que tu as demandé, ça vient d'arriver. » Tout en lisant, Ritchie se rendit au bureau du lieutenant McAllen, frappa 2 fois et entra. McAllen était assis à sa table de travail. « Vous aviez raison, dit Ritchie. Ils avaient un dossier sur lui, à Phoenix. Robert L. Copas, alias Bobby Copas, alias Bobby Curtis. 2 arrestations, vol avec effraction, extorsion. Une condamnation. Il a fait 2 ans à Florence. J'en étais sûr, dit McAllen. Ce type mijote quelque chose. Il a changé d'avis et retiré sa plainte. Moi, dit Ritchie, j'ai l'impression qu'il a pensé que ce serait plus marrant de se venger lui-même. Peut-être. Mais est-ce qu'il est assez malin ou assez bête pour essayer? Au choix. McAllen s'interrompit un instant. À moins qu'on lui ait fortement conseillé de le faire, Ritchie hocha la tête. Je n'y avais pas pensé, mais c'est pas impossible, n'est-ce pas? Fit McAllen. Autre chose sur Majestic? Sur mon bureau. Je reviens. Ritchie sortit et revint un instant après, en lisant le dossier ouvert qu'il avait entre les mains. Pas grand-chose, dit-il. Il a passé presque toute sa vie en Californie. Études secondaires, chauffeur de camion, ouvrier agricole, propriétaire de son exploitation jusqu'à ce qu'il aille à Folsom pour cette affaire de coups et blessures. Ça, c'est intéressant. Il a passé 3 ans dans l'armée, il a été instructeur des Rangers à Fort Benning. McAllen haussa les sourcils. Instructeur, et avant ça, il était conseiller militaire au Laos. Fait prisonnier par le pâté Lao s'échappe et ramène avec lui 3 prisonniers ennemis. Silver Star, il regarda McAllen. Il plaisante pas, hein? Ce n'est pas le même gabarit que les gars qu'on a d'habitude. On dirait qu'il n'a pas peur de prendre des risques. C'est ce qu'il semble, oui. McAllen resta un instant songeur. On va lui parler et on verra bien. Il dit à Majestic, « Vous avez l'air mieux que la dernière fois que je vous ai vu. Merci, mais j'aimerais autant avoir mes propres vêtements. » Il portait la tenue réglementaire, avec une bande blanche de chaque côté, des jambes du pantalon de coton. Les égratignures et les écorchures sur son visage étaient presque cicatrisées et il était rasé de frais. Ce que je voudrais savoir, et que personne ne veut me dire, c'est quand j'irai au tribunal. Vous ne voulez pas vous asseoir? Demanda McAllen. Ça fait 4 jours que je suis assis. Alors vous y êtes habitué, dit McAllen. Asseyez-vous. Il regarda Majestic se mettre sur la chaise, puis il prit un paquet de cigarettes et des allumettes, et se pencha pour les tendre à Majestic de l'autre côté du bureau. « Si vous voulez fumer !» Tandis que Majestic allumait une cigarette, McAllen lui dit « Je suppose que ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est de sortir d'ici. » Il attendit, mais Majestic, qui le regardait, ne dit rien. Alors il poursuivit « Eh bien, je crois qu'on peut arranger ça. » Majestic, qui n'était apparemment pas prêt à l'aider, continua de se taire. McAllen finit par lui dire « Le gars que vous avez frappé, Bobby Copas, il a retiré sa plainte contre vous. » Comme Majestic se taisait toujours, McAllen lui demanda « Vous avez entendu ce que j'ai dit? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? » Il a dit qu'il avait réfléchi. Ce n'était pas assez grave pour qu'il perde un tas de temps au tribunal. Vous pensez que c'est la vraie raison?
Je ne l'ai vu qu'une fois, répondit Majestic. Je ne peux pas dire que je le connais ou que je sais ce qui se passe dans sa tête. Il a un casier. Extorsion, vol avec effraction. Qu'en pensez-vous? Si c'est vous qui le dites, je le crois. Moi, je pense qu'il pourrait avoir une raison personnelle de préférer vous voir vous balader, libre comme l'air. Eh bien, quelle que soit sa raison, moi, ça me convient, dit Majestic, si ça veut dire que je peux rentrer ma récolte. Vous pouvez rester si vous voulez, dit McAllen. Pourquoi je voudrais ça? Parce que Frank Renda se balade aussi, libre comme l'air. Voyant qu'il attendait sa réaction, Majestic lui demanda « Pourquoi faire durer les choses et ne pas sortir de ce que vous finirez quand même par me dire ?» Le regard de McAllen se posa un instant sur Ritchie, puis revint sur Majestic. Le témoin oculaire qui a vu Renda commettre un assassinat était un officier de police qui n'était pas de service. C'est ce que j'ai entendu dire. Il faisait partie de nos services. Majestic attendit la suite. Il a été tué au cours de l'évasion de Renda, abattu d'un coup de feu. Il n'y a donc pas de témoin. On ne peut pas prouver que le revolver qu'a utilisé Renda, qu'on l'accuse d'avoir utilisé, est le sien. Ce qui signifie qu'on ne peut pas l'accuser de meurtre. Si vous voulez tellement l'envoyer en prison, pourquoi ne pas l'arrêter pour l'évasion? Parce qu'il n'y a aucun moyen de l'impliquer dans l'attaque du car. Son avocat a bien insisté là-dessus et le procureur n'a pu qu'être d'accord. Techniquement, qu'est-ce que vous dites de ça? Il a été enlevé. Nous pouvons vous accuser de ça si nous voulons, ou vous relâcher, ou nous pouvons vous garder pour assurer votre protection. Protection contre quoi? Il le sait peut-être déjà. Mais nous, pour le moment, nous ne savons ni où il est, ni ce qu'il fait. Majestic tira sur sa cigarette et exhala doucement la fumée. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire que ma vie est en danger? Vous devez avoir eu le temps de vous faire une idée de son caractère. Qu'en pensez-vous? Pourquoi est-ce qu'il irait courir le risque de se faire encore arrêter? Je veux dire, rien que pour me tuer? Parce que c'est son métier. En plus de quoi, maintenant, vous lui avez donné une raison personnelle de tuer, répondit McAllen. Et je ne vois vraiment pas ce qui pourrait l'empêcher d'essayer de le faire. Vous en êtes si sûr que ça. Il pourrait même penser que ce sera facile. Se montrer imprudent, comme la dernière fois? Je commence à avoir une idée de ce que vous avez en tête, dit Majestic. Vous me laisserez partir si je reste bien sagement chez moi pour vous servir d'appât. C'est un peu ça, oui. Peut-être que vous aimeriez même qu'il me descende, comme ça, vous pourriez l'accuser de meurtre. Ça m'est venu à l'esprit, dit McAllen. Mais on peut transiger. Nous nous contentons de tentatives d'assassinat. Tentative, hein? Et s'il réussit son coup, vous essaierez autre chose, c'est ça? Je crois qu'au départ, c'est vous qui vouliez faire un marché, dit McAllen, pour pouvoir aller récolter vos melons. Eh bien d'accord, allez faire votre récolte. Et pendant ce temps-là, où est-ce que vous serez? Nous serons par là. Il pourrait envoyer quelqu'un d'autre. Il pourrait, oui, dit McAllen, ou il pourrait attendre quelques mois ou un an. Vous tirez dessus un soir pendant que vous dormez, ou piégez votre pick-up à la dynamite. Un matin, vous montez dedans, vous tournez la clé de contact. McAllen s'interrompit. Non, vous avez raison. Nous ne sommes pas sûrs qu'il essaiera de vous descendre lui-même, tout comme il nous est impossible de garantir qu'il sera arrêté s'il le fait. De toute façon, c'est très risqué. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. Alors, dans l'état actuel des choses, c'est le mieux que nous ayons à vous offrir. Bon, Majestic se leva de sa chaise et écrasa sa cigarette dans un cendrier. Je crois que c'est pas la peine que je